par là. Elle est en haut et lui en bas. Je sais très bien que mon histoire est un peu difficile à croire. Et pourtant, je ne suis pas fou. Une fée survole le verger avec les fruits qu'elle va manger. Ses ailes volettent dans les airs et ses deux bas sont jaunes et verts comme sa chemise à lui là-bas. Il rit joyeux, sans embarras. Ils sont gourmands, ils aiment tout. Les pommes, les poires, c'est si bon que ça les a rendus tout ronds. Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a très longtemps, vivait dans un pays lointain un sage roi et une belle et aimable reine. Celle-ci aurait aimé avoir un enfant. Un jour d'hiver, qu'elle brodait près d'une fenêtre, elle se piqua le doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur l'encadrement d'ébène noir. Puis, les gouttes glissèrent dans la neige sur l'appui de la fenêtre. Je voudrais avoir une fille à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène, soupira la reine en voyant cela. 1 an plus tard, elle mit au monde une petite fille qui était exactement comme elle l'avait souhaité. La reine et le roi l'appelaient Blanche-Neige. Malheureusement, quelques jours après la naissance, la reine mourut. Le roi l'avait beaucoup aimée, mais il pensait que Blanche-Neige avait besoin d'une mère. Et il décida de se chercher une nouvelle femme. Quelques mois plus tard, il épousait une princesse très belle, mais au cœur aussi froid que la glace. La nouvelle reine était également très orgueilleuse. Elle voulait que personne ne l'égale en beauté. Elle possédait un miroir magique qu'elle suspendit dans la chambre à coucher royale. Tous les soirs, elle lui demandait « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondait toujours « Vous, ma reine, c'est vous qui êtes la plus belle. » Et la reine savait que c'était vrai, car le miroir ne pouvait pas mentir. Alors, elle contemplait son image et souriait d'un air satisfait. Mais Blanche-Neige grandit et devint, elle aussi, très belle. Le jour où elle eut 7 ans, sa belle-mère demanda au miroir « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» À son grand effroi, le miroir répondit « Vous, ma reine, vous êtes très belle, mais c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » La reine entra dans une terrible colère. Elle fit venir son chasseur et lui ordonna « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la. Et pour me prouver que tu l'as bien tuée, apporte-moi son cœur. » Le chasseur pâlit, mais il n'osa pas désobéir. Il se rendit dans le jardin où la fillette était en train de jouer et la prit par la main pour la conduire dans la forêt. Là, il sortit son couteau et dit « La reine m'a ordonné de te faire mourir. » Blanche-Neige le regarda en ouvrant de grands yeux. Ses lèvres rouges tremblaient d'angoisse. Le chasseur eut pitié. « Que les bêtes sauvages te tuent donc !» s'écria-t-il. « Moi, je ne le puis pas. » Et il s'éloigna en courant. Sur le chemin du retour, il tua un cerf et lui arracha le cœur qu'il présenta à la reine en lui disant que c'était celui de Blanche-Neige. La reine rit méchamment et fit dévorer le cœur par ses chiens. Pendant ce temps, Blanche-Neige errait dans la grande forêt. Elle avait très peur. Mais, lorsque les arbres virent combien elle était belle, ils courbèrent leurs branches pour qu'elle ne se fasse pas mal. Et les bêtes sauvages évitèrent de l'approcher pour ne pas l'effrayer. À la fin du jour, Blanche-Neige aperçut une toute petite maison cachée entre les arbres. Elle s'approcha et frappa à la porte.
personne ne répondait, elle ouvrit prudemment et entra. « Quelle drôle de maisonnette !» se dit-elle. Tout était parfaitement en ordre. Sur la table, couverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, attendaient 7 petites assiettes et 7 petits gobelets. À côté de chaque assiette se trouvait une cuillère, une fourchette et un couteau. Sur chaque assiette était posé un petit pain et chaque gobelet était rempli de vin. 7 petits lits étaient soigneusement alignés contre un mur. Blanche-Neige avait très faim. Elle mangea une bouchée de chaque petit pain et but une gorgée à chaque gobelet. Mais elle se sentit aussi très fatiguée. Elle alla vers le premier lit. « Oh, il est trop étroit, dit-elle. Et celui-ci est trop court. » Le 7e lit lui convint, à condition qu'elle plie les jambes. Elle s'y coucha et s'endormit. Le soir tomba et les nains qui habitaient la maison rentrèrent. Ils avaient travaillé tout le jour dans la mine d'or. Ils allumèrent les bougies. « Tiens, qui s'est assis sur ma chaise ?» s'étonna le premier. « Qui a touché à mon assiette ?» s'exclama le deuxième. « Et qui a mangé de mon pain ?» s'écria le troisième. « Et qui a laissé ma cuillère ?» reprocha le quatrième. « Et utilisé ma fourchette ?» se fâcha le cinquième. « Et employé mon couteau ?» ajouta le sixième. « Et bu de mon vin ?» s'alarma le septième. Le premier nain alla ensuite vers son lit. « Quelqu'un s'est couché dessus ?» s'écria-t-il. « Et sur le mien ?» ajoutèrent en même temps le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième nain. « Et maintenant quelqu'un dort dans le mien !» dit le septième. Les nains se réunirent alors autour de la dormeuse. « Qu'elle est belle !» dirent les 3 premiers. « Ne faisons pas de bruit !» dit le quatrième. « Éteignons les bougies !» dit le cinquième. « Il ne faut pas la réveiller !» dit le sixième. Cette nuit-là, le 7e nain dormit dans le lit des autres, 1 heure dans chaque lit. Le lendemain, lorsqu'elle s'éveilla, Blanche-Neige s'effraya en voyant les nains. Mais ils la réconfortèrent et écoutèrent son histoire. « Est-ce que tu sais cuisiner ?» demanda le premier. « Et laver, coudre, nettoyer ?» Timidement, Blanche-Neige fit « oui » de la tête. « Alors reste chez nous !» crièrent les nains en chœur. « Tu feras le ménage pour nous quand nous serons au travail. Mais tu ne laisseras entrer personne. » Pendant 7 années, la méchante reine crut que Blanche-Neige était morte. C'est pourquoi elle n'interrogea jamais son miroir. Mais un soir, qu'elle s'ennuyait, elle s'y mira et demanda « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Et le miroir de répondre « Vous, ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est la plus belle. » La reine, furieuse, força le miroir à lui révéler le lieu où Blanche-Neige se cachait. Puis, elle se déguisa en marchande et se rendit à la petite maison dans la forêt. « Je vends toutes sortes de belles choses !» cria-t-elle en frappant à la porte. Blanche-Neige ouvrit la fenêtre. « Bonjour, que vendez-vous ?»« Je vends des rubans de toutes les couleurs !» dit la reine. « Regarde, le ruban de ton corsage est tout usé. Je vais t'en donner un autre. » Blanche-Neige oublia complètement qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte et laissa entrer la marchande. La méchante reine lassa alors le corsage de la jeune fille si serré que Blanche-Neige, ne pouvant plus respirer, s'évanouit. « Maintenant, elle mourra sûrement, » se dit la reine en riant perfidement. « Et alors, je serai de nouveau la plus belle. » Le soir, à leur retour, les nains découvrirent Blanche-Neige couchée par terre. Elle était toute pâle et ne bougeait plus. « Relâche son corsage !» s'écria le premier. Le deuxième prit des ciseaux et coupa le ruban. Blanche-Neige put à nouveau respirer
et ouvrit les yeux. « La reine aura sans doute découvert que tu es encore vivante, » lui dirent les nains. « Tu ne peux vraiment plus laisser entrer personne. » Mais ce soir-là, la méchante reine apprit de son miroir que Blanche-Neige vivait toujours. Le lendemain, elle prit une pomme verte et en peignit la moitié en rouge avec de la peinture empoisonnée. Puis, elle se déguisa en vieille femme et se rendit à nouveau à la petite maison. « Des pommes, des belles pommes !» cria-t-elle. Blanche-Neige regarda par la fenêtre. « Je ne puis laisser entrer personne, » dit-elle. « Tu es une fille prudente, » répondit la reine. Et elle sortit la pomme de son panier. Elle mordit une bouchée de la moitié verte et offrit le reste à la jeune fille. « Tiens, dit-elle, régale-toi donc, je n'en ai mangé qu'un morceau. » Blanche-Neige mordit dans le fruit et tomba à terre. « Maintenant, elle est sûrement morte, » se dit la reine, et elle retourna au palais. Le soir, en rentrant, les nains virent Blanche-Neige couchée sur le sol et ils comprirent qu'il n'était plus possible de la sauver. Ils en furent très tristes. Ils ne voulurent pas enterrer leur amie dans la terre froide et noire. Ils fabriquèrent un cercueil en verre pour pouvoir la regarder tout le temps. Et le premier nain cisela une plaque commémorative en or où il inscrivit ces mots « Sigie Blanche-Neige, fille de roi ». Les nains déposèrent alors le cercueil au sommet d'une colline et veillèrent Blanche-Neige jour et nuit. Les animaux de la forêt eux-mêmes se relayaient auprès d'elle et les oiseaux venaient chanter pour elle. 7 années s'écoulèrent encore. Un jour, un fils de roi qui passait par là découvrit le cercueil et s'émerveilla en voyant Blanche-Neige. « Laissez-moi emporter ce cercueil, pria-t-il. Je vous donnerai en échange tout ce que vous voudrez. » Mais les nains s'écrièrent « Il vaut pour nous plus que tout l'or du monde. » « En ce cas, faites-moi cadeau, supplia le prince, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. » En l'entendant parler ainsi, les nains eurent pitié et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à ses serviteurs de le transporter sur leurs épaules. Or, l'un d'eux trébucha. Par suite de la secousse, le morceau de pomme empoisonné rejaillit de la bouche de Blanche-Neige. Aussitôt, celle-ci ouvrit les yeux et regardait autour d'elle d'un air effrayé. « Tu es en sécurité, » dit le prince. Alors Blanche-Neige le vit et murmura « Tes yeux ont la couleur de la mer et tes cheveux sont dorés comme le soleil. Je crois bien que je vais t'aimer de tout mon cœur. » Le prince souleva délicatement Blanche-Neige hors du cercueil. « Viens avec moi au palais de mon père, dit-il. Là, j'espère que tu voudras bien m'épouser. » Blanche-Neige embrassa les nains et leur promit de venir souvent leur rendre visite. Puis, elle monta sur le cheval du prince et partit avec lui vers son royaume, où leurs noces furent célébrées dans l'allégresse. Ce soir-là, lorsque la méchante reine interrogea son miroir, celui-ci ricana « Vous, ma reine, vous êtes laide à faire peur, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle !» La reine hurla de colère. Elle arracha le miroir et le lança contre le mur où il se brisa en 1000 éclats. L'un d'eux transperça le cœur de la méchante femme qui mourut aussitôt. Le roi de la rivière. Sur le sentier qui longe la rivière se tenait un grand homme aux cheveux gris et une toute petite fille. L'homme souleva la petite fille et dit « Au revoir, ma petite. Sois sage et pense à moi. Un jour, je reviendrai avec un sac plein d'or et alors, je ne te quitterai plus jamais. » L'homme reposa la petite fille et se mit à marcher vers le port.
grand navire l'attendait, car le père de la petite fille Suzanne était matelot. Suzanne revint lentement vers le village situé près de la rivière. Passant devant l'endroit où nageaient les cygnes, elle se mit à pleurer. Elle songea au jour où son père avait aidé l'un des cygnes nouveau-nés. Un garçon du village, ayant noué une ficelle autour de la patte de l'oiseau, l'avait tirée très rudement, et la patte s'était cassée. Le père de Suzanne avait alors pansé et soigné le jeune cygne jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau nager. Ce père était un très brave homme. Il ne pouvait pas supporter qu'on fasse du mal à un être humain ou à un animal. Et il ne croyait pas que quelqu'un puisse le faire exprès. C'est pourquoi il ne s'était pas aperçu que la ménagère qui devait garder Suzanne en son absence était en réalité une mauvaise femme. Il croyait qu'elle aimait Suzanne autant qu'il le faisait. Mais la femme ne s'occupait pas du tout de la petite fille. Elle ne lui donnait presque rien à manger et Suzanne devait laver et réparer ses vêtements elle-même. Tous les jours, Suzanne se rendait à la rivière pour parler avec les cygnes. Et bien qu'elle eût elle-même très peu à manger, elle leur donnait chaque fois quelques morceaux de pain. Elle aimait beaucoup les cygnes et elle était sûre que ceux-ci la trouvaient gentille aussi. Les jeunes cygnes grandirent. Ils perdirent leur duvet brun qui fut remplacé par un superbe plumage blanc. Ils avaient déjà plus d'1 an maintenant. Et celui que le père de Suzanne avait jadis soigné était le plus grand et le plus beau de tous. Lorsqu'il glissait sur l'eau, à la tête de ses frères et sœurs, il avait l'air de dire « Regarde-moi donc, je suis le roi de la rivière. » Le jeune cygne aimait beaucoup Suzanne et il venait toujours manger dans sa main. Les mois passèrent. Le père de Suzanne ne revenait toujours pas. « C'est qu'il faut très longtemps pour gagner un sac plein d'or, » disait la petite fille à ses amis les cygnes. Un jour, la ménagère annonça qu'elle allait quitter le village. « Je n'ai plus envie de payer un loyer si élevé, » déclara-t-elle. Suzanne pleura et demanda de pouvoir rester au village. Mais la femme fut intransigeante. Elle fit grimper Suzanne sur un chariot et se mit en route. Elles voyagèrent ainsi pendant 2 jours. Le soir du 2e jour, elles s'arrêtèrent devant une grande et vieille maison, dans une rue étroite de la ville. La femme y avait loué une petite mansarde. Suzanne se sentait très malheureuse en ville. Le village, la rivière et surtout les cygnes lui manquaient. Elle craignait que son père à son retour ne puisse plus la retrouver. Et elle ne pouvait se confier à personne car la ménagère lui avait dit qu'elle la battrait si elle parlait aux autres locataires de la maison. Un jour, Suzanne était assise dans la mansarde près de la fenêtre ouverte. Elle se sentait triste. Tout à coup, elle entendit des battements d'ailes. Elle regarda en l'air et vit un splendide cygne qui volait lentement au-dessus des toits et regardait dans toutes les directions. « Serait-ce un de mes cygnes ?» se demanda Suzanne. « Peut-être me cherche-t-il ?» Mais l'oiseau ne la vit pas et s'éloigna. Le lendemain, le cygne passa de nouveau devant la fenêtre de la mansarde. La petite fille leva les bras et cria « Cygne, cygne, emmène-moi à la rivière !»« Tais-toi !» dit la ménagère fâchée. « Pour le moment, tu ne reverras plus ta rivière !» Suzanne ne dit rien. Mais ce soir-là, elle attendit jusqu'à ce que la femme s'endorme. Puis, elle noua un vieux châle autour de sa tête, descendit prudemment l'escalier et sortit dans la rue. « C'était bien mon cygne, pensait-elle. Et s'il ne peut pas me trouver, je dois aller à sa rencontre. » Et elle s'éloigna de la maison en courant le long des rues obscures et silencieuses. Elle courut jusqu'à ce qu'elle vît de nouveau des arbres et des buissons. Alors, elle s'assit contre le mur d'une ferme pour se reposer. Elle était si fatiguée qu'elle s'endormit aussitôt. Lorsque le soleil se leva, elle se réveilla. Ses pauvres petits pieds lui faisaient très mal. Suzanne s'éloigna encore et arriva près d'un étang. Elle descendait dans l'eau pour se rafraîchir un peu quand, tout à coup, elle vit de l'autre côté de l'eau un superbe cygne. Le cygne la vit aussi. Il battit des ailes de joie et nagea vers elle. « Oh, mon cher cygne !» cria Suzanne. Elle se mit à genoux et prit le long cou de l'oiseau dans ses bras.
et elle posa la tête sur les douces plumes blanches de son amie. « As-tu cherché ?» demanda-t-elle. Elle le regardait au fond de ses petits yeux noirs et brillants. Le cygne courba son cou élancé et caressa les cheveux de la fillette avec son bec. « Emmèneras-tu à la rivière ?» pria Suzanne. Le cygne la regarda et à son grand étonnement, il se mit à parler. « Oui, je t'y emmènerai, si tu n'as pas peur de voler sur mon dos. » Suzanne se coucha sur le dos du cygne et noua solidement les bras autour de son cou. Alors l'oiseau battit des ailes et s'envola. Pendant quelque temps, Suzanne écouta le bruit des grandes ailes dans le vent, mais elle était si fatiguée qu'elle s'endormit. Lorsqu'elle s'éveilla, elle était étendue sur un lit de feuilles caché parmi les roseaux. Elle se dressa et regarda autour d'elle. À ce moment, elle vit un cygne qui l'observait. « Elle est réveillée !» cria le cygne. Et soudain, un grand nombre de cygnes s'approchèrent d'elle. Le dernier était celui qui avait été soigné par son père. Il vint près de Suzanne et lui donna un morceau de pain. Puis il mit son aile autour de ses épaules et dit « Ton père m'a sauvé la vie, et toi tu nous as donné à manger alors que tu n'avais presque rien toi-même. Maintenant, je te soignerai jusqu'à ce que ton père revienne. Tu n'as plus rien à craindre, car je suis le roi de la rivière. » Les larmes aux yeux, Suzanne le remercia et commença à manger le pain, tandis que le cygne la contemplait d'un air gentil. « Comment savais-tu où je me trouvais ?» interrogea Suzanne. « J'ai demandé à tous les oiseaux s'ils ne t'avaient pas vu, » répondit le cygne. « Les mouettes ne savaient rien, mais un hibou t'avait aperçu assise sur le chariot et il a raconté aux hirondelles qui ont commencé à te chercher. L'une d'elles a rencontré une de ses sœurs qui vit en ville, et celle-ci lui a raconté qu'elle avait entendu dire par une petite fille habitant une mansarde qu'elle voulait retrouver la rivière et les cygnes. Alors je me suis rendue en ville, mais là, j'ai vu tant de mansardes que je ne savais laquelle tu pouvais bien habiter. Si tu ne m'avais pas trouvée, j'aurais cependant continué à te chercher. Les mouettes ont promis, poursuivit le cygne, de nous avertir dès qu'elles verront le navire de ton père au port. Jusqu'alors, tu resteras chez nous. Cette petite île appartient aux cygnes et aux autres oiseaux aquatiques. Nous t'apporterons de quoi manger. Au petit matin, tu pourras nager dans la rivière. Suzanne était très heureuse chez les cygnes. Pendant le jour, elle restait sur la petite île bien cachée entre les hauts roseaux. Parfois, elle nageait jusqu'au nid des canards sauvages. Normalement, ceux-ci ont très peur des humains, mais le roi de la rivière, l'ami de Suzanne, leur avait dit qu'ils ne devaient pas la craindre. Et ils étaient devenus de bons compagnons. Le soir, lorsque la lune brillait, ou le matin très tôt, Suzanne nageait avec bonheur. Alors elle voyait les champs et le sentier qui longe la rivière et le village où elle avait vécu. Une fois, elle fut aperçue par un homme qui pêchait au bord de l'eau. Il raconta au village qu'une fée habitait la rivière, mais personne ne le crut. Chaque soir, le roi de la rivière apportait de la nourriture à Suzanne. Il la déposait dans un petit panier en osier que la fillette avait tressé et qu'il portait dans son bec. Parfois, il volait vers le moulin à eau et la femme du meunier lui donnait du pain. Mais le plus souvent, il se rendait à la boulangerie du village. Quand il arrivait, la fille du boulanger l'attendait déjà, assise sur le mur du côté de la rivière. Elle lui donnait alors les petits pains et les brioches que son père n'avait pas vendus la veille. De temps en temps, elle lui offrait même une tranche de gâteau. La fille trouvait très drôle que le cygne aime la pâtisserie. Naturellement, elle ne savait pas que le gâteau n'était pas destiné à lui, mais à Suzanne. Les semaines passèrent, et la petite fille commença à reprendre des couleurs. Les cygnes trouvaient qu'elle devenait de plus en plus belle. Suzanne se sentait très heureuse et se tracassait pour une chose seulement, sa vieille robe usée. Elle aurait tant aimé avoir une nouvelle robe pour le retour de son père. Elle confia son chagrin à la mère du roi de la rivière. Celle-ci en parla avec son fils et le lendemain annonça à Suzanne « Mon fils dit qu'il peut t'aider. Tous les lundis, la femme du boulanger met son linge à sécher dans le jardin. Dès qu'une robe de sa fille se trouvera parmi le linge, il l'ôtera de la corde et te la portera. » Mais Suzanne secoua la tête. « Non, madame la cygne, dit-elle.
C'est gentil à vous, mais on ne peut pas faire cela. Mon père m'a toujours appris à ne jamais rien prendre qui appartienne à autrui. » Madame la cygne et son fils furent très étonnés. Suzanne essaya de leur expliquer pourquoi c'était mal. Ils croyaient comprendre. Néanmoins, le roi de la rivière ne pouvait se retenir d'aller voir, tous les lundis, si le vent n'avait pas, par hasard, arraché une robe pour sa petite amie à la corde à linge de la boulangère. Un jour, au petit matin, Suzanne regardait un paysan qui labourait son champ, quand, soudain, elle vit quelques mouettes. « Des nouvelles, nous avons des nouvelles !» s'écrièrent-elles. Une des mouettes survola la petite île plusieurs fois, puis se posa entre les roseaux. Elle raconta, toute excitée, qu'elle avait survolé un navire en mer et avait entendu discuter les matelots. L'un d'eux, un grand homme aux cheveux gris, avait parlé de sa petite fille, Suzanne. Peut-être y avait-il d'autres matelots dont la fille s'appelait Suzanne, mais la mouette croyait bien que cet homme était le père de l'ami du roi de la rivière. Et la mouette ajouta que le navire se dirigeait vers le port. Suzanne était si heureuse qu'elle se mit à chanter et à danser. Mais les cygnes lui dirent de se taire, de peur que les gens ne l'entendent. Suzanne s'assit alors à côté de Madame la cygne. Elle se demandait comment elle pourrait se procurer une nouvelle robe. Le roi de la rivière la regarda un instant, puis il dit « Je vais vérifier moi-même si ce matelot est le père de Suzanne. » Et il s'envola vers le navire qui était ancré juste à la sortie du port. La marée était basse. Cela voulait dire que le navire ne pourrait pas entrer dans le port avant le lendemain matin. Sur le pont se trouvaient quelques matelots. « Regardez donc !» s'écria l'un d'eux en pointant le doigt vers le cygne qui descendait vers eux. « Il ressemble au cygne que j'ai soigné lorsqu'il était jeune, » dit un grand homme aux cheveux gris. « Je l'appelais Petit Prince. Peut-être est-il venu me saluer. » Les autres matelots rirent. Puis, ils emballèrent les cadeaux qu'ils avaient rapportés pour leurs femmes et leurs enfants. Des perles, des châles en soie, des mouchoirs et des vêtements. Le grand homme aux cheveux gris sortit une splendide robe brodée. Elle était un peu froissée, parce qu'elle était restée pliée et rangée dans une armoire de sa cabine pendant des mois. « Quelle belle robe !» dit un des matelots. « Ce genre de robe n'est portée que par des princesses. » En effet, cette robe a été faite pour une princesse, dit l'homme aux cheveux gris. Mais la princesse n'en voulut pas. Une vieille dame me l'a vendue sur un marché en Perse. Elle y avait travaillé pendant des mois. C'est une robe coûteuse, mais elle ira très bien à ma petite fille. Il étala la robe sur le pont pour la défroisser un peu. C'était vraiment une robe superbe. Elle était brodée de fleurs magnifiques et de grands papillons colorés. Et au milieu, un soleil étincelant en étoffe dorée brillait de mille feux. Le plus vieux matelot du navire regarda encore une fois la robe. « J'ai voyagé dans le monde entier, dit-il, mais je n'ai encore jamais vu de broderie aussi fine. Certainement une telle robe portera bonheur à votre petite fille. » Tandis que l'homme disait cela, le vent se leva. Et tout à coup, les matelots entendirent un battement d'ailes. C'était le cygne qui volait autour du mât en décrivant de grands cercles. Le vent souleva la robe du pont. Les matelots tentèrent de la récupérer, mais le cygne fut plus rapide. Il plongea, saisit la robe dans son bec et s'envola aussitôt. Effondré, le grand homme aux cheveux gris le suivit des yeux. Il ne lui restait plus assez d'argent pour acheter une nouvelle robe. Celle-ci avait coûté si cher qu'il n'avait rien pu apporter d'autre pour sa fille qu'un collier de perles. Le lendemain, Suzanne alla nager très tôt. Lorsqu'elle revint à la petite île, elle découvrit parmi les roseaux une superbe robe. Le roi de la rivière lui dit de la mettre, mais il refusa de révéler d'où elle venait. Suzanne était si contente qu'elle ne posa plus de questions. Elle enfila vite la robe et tressa une couronne de fleurs qu'elle disposa dans ses cheveux. Puis, elle dit au revoir à tous les oiseaux aquatiques, sauf aux cygnes. Ceux-ci l'accompagnèrent jusqu'au bord de la rivière, où ils se cachèrent derrière quelques buissons. Entre-temps, le navire était entré au port et les matelots étaient descendus à terre. Le grand homme aux cheveux gris se hâtait sur le sentier qui longe la rivière en direction du village. De temps en temps,
Il regardait d'un air étonné les mouettes dans le ciel. On aurait dit qu'elle lui faisait escorte. Chaque fois qu'elle l'avait dépassé, elle revenait et tournait au-dessus de sa tête tout en poussant des cris stridents. Soudain, l'homme vit une fillette qui s'approchait sur le sentier. Elle s'arrêta un instant et le regarda. Puis, Suzanne courut vers son père. Elle jeta les bras autour de lui et se mit à pleurer de joie. Alors les mouettes se turent et les cygnes s'éloignèrent. Suzanne et son père avaient tant de choses à se raconter qu'ils restèrent assis au bord de la rivière et parlèrent jusqu'au soir. Suzanne avait appris des oiseaux que quelqu'un d'autre habitait maintenant leur maison du village. « Qu'à cela ne tienne, dit son père. Cette nuit, nous dormirons à l'auberge. » Ils se levèrent et Suzanne regarda une dernière fois la petite île au milieu de la rivière. Soudain, elle vit le cygne. « Papa, dit-elle, voici le roi de la rivière qui m'a si bien soignée. » Le matelot ôta sa casquette. « Roi de la rivière, je comprends maintenant pourquoi je t'ai jadis baptisé Petit Prince. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour ma chère petite fille. »« Bonne nuit, mon cher roi de la rivière. À demain, » dit gentiment Suzanne. La petite fille et son père se rendirent à l'auberge. Là, ils apprirent que le vieux passeur allait bientôt prendre sa retraite. Or, le père de Suzanne souhaitait faire ce métier. Et tous deux vinrent habiter la jolie petite maison du passeur, tout au bord de l'eau. Au long des années qui suivirent, le nouveau passeur raconta l'histoire du roi de la rivière à tous ceux qu'il faisait traverser. Chaque fois, il pointait son doigt vers le cygne, qui ployait dignement le cou. Et l'oiseau n'était pas peu fier de ce qu'il avait fait pour la petite Suzanne et son père. La lune dans l'étang. En ce temps-là, très loin d'ici, en Alabama, les animaux ne s'entendaient pas très bien. Dans tous les coins, on se chamaillait et se chicanait, on se dupait et se fâchait. Et c'était presque toujours la faute de Petit Père Lapin. Leur dispute finie, les animaux redevenaient souvent amis. Ils se montraient alors affectueux et gentils entre eux. Mais Petit Père Lapin, lui, n'aimait pas le calme et la tranquillité. « Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie !» déclara-t-il un jour à son ami Mère Tortue. « J'ai envie de m'amuser un peu. »« Tu es l'animal le plus fripon de tout l'Alabama, Petit Père Lapin !» glissa Mère Tortue. « Mais je dois bien reconnaître qu'on ne s'ennuie pas quand tu nous joues un de tes tours. Dis-moi, que mijotes-tu encore ?» Petit Père Lapin fit la moue. « Moi ? Je ne mijote rien. Non, non, je projetais juste d'organiser une partie de pêche au vieil étang. » Et une lueur espiègle éclaira aussitôt son regard. « Emmène donc là-bas demain soir Père Renard, Père Ours et Père Loup. Et s'il arrivait quelque chose, contente-toi de regarder, suggéra-t-il. « Compte sur moi, gloussa Mère Tortue. » Le soir suivant, munis de cannes et de filets, Père Loup, Père Renard et Père Ours se rendirent au bord de l'étang. Petit Père Lapin les attendait. « Désolé les amis, lança-t-il. Nous sommes venus pour rien. Cette nuit, la pêche sera mauvaise. »« Hein ?» s'exclamèrent les trois compères. « Mais pourquoi ? Il y a eu un accident. Vous l'avez raté de peu. La lune est tombée dans l'étang. Et nous n'avons plus qu'à rentrer chez nous. » « La lune dans l'étang ? Mais oui, si vous ne me croyez pas, regardez donc de vos propres yeux. » À ces mots, les trois compagnons se penchèrent au-dessus de l'eau. Pas de doute. La lune brillait et dansait au milieu de l'étang. « Et moi qui voulais attraper une perche !» gémit Père Renard. « Et moi qui pensais rapporter un beau brochet !» grogna Père Ours. « Et moi qui espérais prendre une grosse truite !» soupira Père Loup. « Moi, je me serais régalé de vairons !» fit Mère Tortue qui était là comme prévu. « Toi aussi, tu dois être triste, Petit Père Lapin, n'est-ce pas ?» Les deux complices échangèrent un clin d'œil. « Oui, c'est très ennuyeux, » approuva le coquin. « Hélas, je vous l'ai dit,
Nous ne pourrons rien pêcher ce soir, à moins de pêcher la lune d'abord. Ainsi, elle ne fera plus peur aux poissons et ils reviendront. » Tous les regards étaient fixés sur Petit Père Lapin, dans l'espoir qu'une idée lui vienne. « J'ai trouvé !» s'écria-t-il enfin. « Je vais courir chez la tortue de mer, lui emprunter un gros filet. Il nous en faut un large et solide pour repêcher la lune, car elle est en argent massif. Attendez-moi et ne faites rien jusqu'à ce que je revienne. » Il fila comme l'éclair. Quelques secondes plus tard, il avait déjà disparu. Seule Mère Tortue remarqua ses 2 grandes oreilles qui pointaient derrière un buisson voisin. « Hé, de l'argent massif ? Cela doit valoir une fortune !» s'exclama-t-elle. Aussitôt, Père Ours s'écria. « Vite, pressons ! Sortons la lune de là avant que Petit Père Lapin ne revienne et partageons-la entre nous. » Courbé par-dessus son gros ventre, l'ours allongeait sa patte dans l'étang, essayant d'attraper la lune. Mais plus il agitait l'eau, plus la lune s'éloignait. « Ça ne va pas !» grogna-t-il. « Il me faut un filet !» Les 3 compères n'avaient pas du tout l'intention de se mouiller les pieds. Sans quitter la rive, ils jetèrent leur filet sur la lune. Puis, ils le ramenèrent à la surface. Il était vide. Ils le jetèrent à nouveau, le hissèrent. Toujours vide. « Nous ne l'avons pas envoyé assez loin !» dit Père Renard. « Descendons tous dans l'étang, de cette façon, nous pourrons poser le filet juste sur la lune. » Ils s'exécutèrent. Père Loup se plaignait du froid et s'impatientait. « Nous devons l'avoir cette fois. Retirons le filet. » Mais la lune ne s'y trouvait toujours pas. Ils allaient renouveler leur tentative quand Père Ours perdit pied. Il glissa dans l'eau et s'agrippa au filet. Père Loup et Père Renard, qui tenaient le filet de l'autre côté, tombèrent aussi. Ils hurlaient et pataugeaient, l'eau giclait de toutes parts. Tant et si bien que le reflet d'argent de la lune finit par se disperser sur l'étang en 1000 petits éclairs brillants. Les 3 pêcheurs hoquetaient et gesticulaient à qui mieux. Petit Père Lapin riait tellement qu'il se roulait par terre derrière son buisson. Mère Tortue, quant à elle, rentra la tête dans sa carapace pour dissimuler son abusement. Après bien des efforts, les 3 compères rejoignirent enfin la rive et se mirent à se disputer. « C'est toi qui m'as poussé !»« Mais tu m'as tiré !»« C'était ton idée !»« J'ai de la boue plein les bottes !» Petit Père Lapin sourit. « Je me suis bien amusé, se dit-il tout bas, avant d'aider ses amis trempés à sortir de l'étang. » Tous 3 le regardaient, l'air sombre. Ils se doutaient bien qu'il était pour quelque chose dans leur mésaventure. « Lapin de malheur !» fit Père Loup en apercevant la lune dans le ciel. « Tu ne nous as pas dit ce que tu comptais attraper ce soir, Petit Père Lapin !» ironisa Mère Tortue. « Ah non ? Eh bien, je pensais attraper un idiot ou 2. Et, avec la lune pour appât, je crois avoir réussi. » La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles et vivait dans une somptueuse demeure. Mais un jour, cet homme perdit subitement toute sa fortune et dut s'installer avec sa famille dans une pauvre chaumière au milieu des bois. Ses 2 filles aînées ne cessaient de se plaindre d'avoir à raccommoder leurs robes et de ne plus pouvoir aller au bal. Mais la plus jeune, qu'on appelait la Belle à cause de son joli visage assorti à son doux caractère, était heureuse de son sort. Un jour, le père se mit en route pour la ville dans l'espoir d'y trouver du travail. Il demanda à ses filles ce qu'elles désiraient qu'il leur apporte s'il gagnait assez d'argent. « Une belle robe, dit l'aîné. « Un collier d'argent, dit la seconde. « Reviens sain et sauf, père, c'est tout ce que je souhaite, dit la Belle. « Mais Belle, dit le père, il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir. Alors une rose rouge, car il n'en pousse pas ici. Mais je ne t'en voudrais pas si tu n'en trouves pas. »« Je ferai de mon mieux pour chacune de vous, déclara le père. Et il enfourcha son cheval.
Mais l'homme ne trouva point de travail à la ville et décida de rentrer chez lui. Comme il n'avait plus d'argent, il n'acheta que des friandises pour ses aînés. Et il ne vit pas de roses, car c'était l'hiver. Sur le chemin du retour, son cheval se mit à boiter et il dut mettre pied à terre. Puis, une tempête de neige se déchaîna et le malheureux se perdit dans la forêt. Soudain, lui apparut dans la tourmente un grand mur, percé d'une grille au battant fermé. Au bout d'une allée, se dressait un énorme château. Toutes ses fenêtres étaient éclairées. « Ah, si je pouvais trouver refuge ici, soupira-t-il. » À peine avait-il dit ces mots que la grille s'entrebâilla. Il s'avança, poussé par le vent jusqu'au perron. La porte s'ouvrit en grinçant. Des chandeliers éclairaient une grande salle. Il y trouva un bon feu et la table mise avec les boissons et les plats les plus alléchants. L'homme regarda nerveusement autour de lui. Puis il s'approcha du feu pour se réchauffer. Enfin, ne voyant toujours venir personne, il se décida à s'attabler. « On ne m'en voudra pas de m'être installé, pensa-t-il. Lorsqu'il eut mangé et bu à satiété, il remarqua devant le feu un large divan. Une couverture de fourrure le recouvrait. Il hésita à nouveau, puis se coucha et s'endormit. Quand il s'éveilla, un petit déjeuner abondant l'attendait. Il y avait même une rose dans un merveilleux vase d'argent. « Une rose rouge !» s'écria-t-il. « Quelle chance! La belle aura son cadeau. » Et il prit la rose dans le vase. Aussitôt, un rugissement terrible retentit. Le feu ronfla dans la grande cheminée et les flammes des bougies vacillèrent. Une horrible créature entra. Était-ce un homme ou un animal? Il était vêtu comme un homme, mais ses mains étaient des pattes griffues et poilues, et son visage hideux était couvert d'une sorte de crinière. « Tu oses me voler ma rose? Curieuse manière de me remercier !» gronda-t-il en montrant des crocs épouvantables. Le pauvre homme était à demi mort de peur. « Je vous en prie, pardonnez-moi, monseigneur, c'était pour ma fille, la belle, mais je vais la remettre à sa place. »« Trop tard, gronda la bête. Il te faut l'emporter maintenant. Mais tu devras m'envoyer ta fille en échange. »« Non !» s'écria le père. « Dans ce cas, je vais te dévorer sur le champ, rugit la bête. »« Je préfère mourir que de sacrifier ma charmante fille, dit le pauvre homme. Si tu me l'envoies, je te promets que je ne toucherai pas à un seul de ses cheveux, dit la bête. Je t'en donne ma parole. Le père, la mort dans l'âme, accepta le marché, et la bête lui remit un anneau magique pour sa fille. La belle n'aurait qu'à le faire tourner 3 fois autour de son doigt pour se retrouver au château de la bête. Dehors, le cheval attendait. Il était scellé et ne boitait plus. Mais que le voyage de retour fut triste. Et quel malheur de devoir raconter à ses filles ce qui était arrivé. « Je ne veux pas que vous mouriez, père. Et d'ailleurs, il vous a promis de ne pas me faire de mal, dit la belle. J'ai reçu sa parole, mon enfant. Alors, donnez-moi l'anneau et ne m'oubliez pas, pria-t-elle en embrassant son père et ses sœurs. À l'instant même, elle se trouva transportée dans le château de la bête. Le monstre n'était pas là pour la recevoir, mais les portes s'ouvraient d'elles-mêmes devant elle. Les chandeliers la devançaient dans les escaliers et les plats surgissaient de nulle part. La belle s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie, mais elle se sentait très seule et elle commença bientôt à espérer que la bête vienne lui parler, quel que soit son épouvantable aspect. Un jour, alors que la belle errait dans le parc, la bête sortit de derrière un arbre. La jeune fille ne put s'empêcher de pousser un cri. « N'aie pas peur, la belle, » murmura la bête en s'efforçant d'adoucir sa grosse voix. « Je viens seulement te souhaiter une bonne journée et te demander si tu es heureuse ici. »« Eh bien, » dit la belle en reprenant son souffle, « j'aimerais mieux être à la maison, mais je suis très bien soignée chez vous. »« Bon, » dit la bête, « accepterais-tu de faire un bout de chemin avec moi dans le parc ?» C'est ainsi qu'ils se promenèrent ensemble. De ce jour-là, la bête vint souvent converser avec la belle, mais jamais elle ne partagea son repas. Une nuit, la belle vit la bête parcourir furtivement la pelouse au clair de lune. Elle comprit que le monstre devait chasser pour se nourrir.
Levant la tête, celui-ci vit la belle à sa fenêtre. Honteux, il cacha son visage derrière ses grosses pattes et gémit. La bête était vraiment horrible à voir, mais elle était si gentille que peu à peu, la belle en vint à désirer vraiment sa compagnie. Un soir, la bête demanda « Veux-tu m'épouser, la belle ?»« Je ne peux pas, » s'empressa-t-elle de répondre, « mais je serai toujours ton amie. » La bête renouvela souvent sa demande, mais à chaque fois, la belle refusait, aussi gentiment qu'elle pouvait. Un jour, la bête trouva la jeune fille en larmes dans le jardin. « La bête, je ne devrais pas pleurer, tu es si bonne pour moi. Mais l'hiver approche. Il y a bientôt 1 an que je suis ici, et mon père me manque tant. Tu peux rentrer chez toi pour 7 jours, si tu promets de revenir, » répondit la bête à la joie de la belle. Celle-ci lui donna sa parole et fit immédiatement tourner son anneau magique 3 fois autour de son doigt. Quelle joie dans la chaumière lorsque la belle apparut. La jeune fille raconta comment elle vivait chez son étrange hôte, et les 7 jours s'écoulèrent bien vite. Au bout de ce temps, son père la supplia de rester encore. « Peut-être la bête m'a-t-elle oublié, pensa la belle. Je vais rester encore un peu. » Et une nouvelle semaine passa, tandis que le père se réjouissait de la présence de sa fille adorée. Mais un soir, alors que la belle se brossait les cheveux devant son miroir, l'image s'effaça soudain. À sa place, il y avait la bête, et elle gisait inanimée dans le parc. « Oh !» s'écria la belle en pleurs. « Je ne veux pas que tu meures à cause de moi. » Elle fit tourner 3 fois son anneau magique et se retrouva dans le parc aux côtés de la bête. La belle s'agenouilla près d'elle. « Bête, oh bête !» gémissait-elle en soulevant l'énorme tête et en la serrant sur son cœur. « Je ne voulais pas te tuer. » « Tu as oublié ta promesse et le chagrin me fait mourir. Mais je meurs heureuse puisque je te revois. »« Non, tu ne mourras pas !» s'écria la belle. « Je t'aime malgré ta laideur. Je t'épouserai si tu le veux. » Les larmes empêchaient la belle de voir le visage de la bête. « Regarde-moi, la belle. » Et la belle découvrit qu'elle tenait entre les bras une tête aux magnifiques cheveux blonds. À la place de la bête, il y avait le plus beau des hommes. « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle. « Je suis un prince. Une méchante fée m'avait changé en bête et condamnée à rester ainsi, jusqu'à ce qu'une jeune fille soit assez bonne pour consentir à m'épouser. Toi seule as préféré la bonté à la beauté. Tu vas devenir princesse et je te serai reconnaissant toute ma vie. » Le château se mit alors à briller de 1000 feux et une joyeuse musique retentit. Une foule de serviteurs apparurent, délivrés eux aussi du charme jeté par la méchante fée. Le mariage fut célébré aussitôt et la belle et son prince vécurent longtemps et très heureux. Le corbeau et le renard. Un corbeau, très noir et très gros, survolait un champ de blé doré lorsqu'il aperçut 3 pique-niqueurs assis à l'ombre d'un majestueux châtaignier. « Quelle chance !» se dit-il. « Ils vont sûrement laisser quelques restes !» Aussitôt, il alla se percher dans l'arbre et ne bougea plus. Bientôt, sa patience fut récompensée. En effet, les promeneurs s'en allèrent en abandonnant derrière eux un beau morceau de fromage. « Comme j'ai bien fait d'attendre, que je suis intelligent !» pensa le corbeau, tout en se précipitant au pied de l'arbre. Puis, il ramassa son butin et revint se poser sur une branche pour le déguster. Alléché par la bonne odeur, un renard sortit alors du champ de blé et découvrit le corbeau avec son trésor. Or, le renard adorait le fromage et il était aussi très rusé. « Savez-vous, mon cher corbeau, que vous êtes vraiment un très bel oiseau ?» commença-t-il.
Vos plumes sont si brillantes, votre bec est si joliment courbé, vos yeux sont si parfaitement ronds. Le corbeau était ravi de tant de flatteries et se tenait fièrement sur sa branche, la tête bien droite et la poitrine bombée. Un oiseau de votre beauté doit sûrement avoir une voix merveilleuse, reprit le renard. Ah, si seulement je pouvais vous entendre chanter, je serais heureux pour le reste de la journée. À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie et, pour montrer sa belle voix, ouvrit un large bec et poussa un grave « Croix, croix !» Aussitôt, le fromage tomba et atterrit dans la gueule grande ouverte du renard. « Maintenant, vous savez ce qu'il en coûte d'être vaniteux, » dit ce dernier. « Cette leçon valait bien un fromage. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Pablo trouve un cheval. Jean et Marie d'Este, les propriétaires du manège de la Pommeraye, viennent d'acheter un poney, Tambourin. Celui-ci voyage vers sa nouvelle maison dans un fourgon à chevaux. Mais au bout d'un moment, il s'énerve et se met à s'agiter. La conduite devient dangereuse et Jean doit s'arrêter au bord de la route. Comme il ouvre la porte pour calmer le poney, Tambourin bondit en avant et disparaît à leurs yeux. Marie voudrait le chercher, mais Jean lui dit « C'est inutile, il fait nuit, nous ne le retrouverons pas maintenant. Mieux vaut revenir demain. » D'abord, Tambourin n'a qu'une idée, s'éloigner le plus possible. Mais bientôt, il ralentit et commence à avoir peur. Il est fatigué, tout seul, et regrette son écurie bien tiède. Il se couche le long d'une haie et s'endort. Et il dort encore lorsque, le lendemain matin, Pablo passe par là pour se rendre à l'école. Pablo est un petit gitan. Il a des cheveux bruns bouclés et des yeux noirs, très brillants. Et justement, ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les chevaux. Son père n'en a malheureusement plus, mais Pablo, en vrai gitan, les connaît d'instinct. « Oh là !» chuchote-t-il en caressant le poney. « N'aie pas peur !» Tambourin n'a pas peur du tout, mais comme il a froid. « Mon pauvre poney, dit Pablo. Tant pis pour l'école. Le mieux est que je t'emmène tout de suite chez grand-mère. » Tambourin le suit sans crainte jusqu'au campement des gitans. Au milieu d'un fouillis de vieilles voitures, une roulotte en bois peinte en couleur vive est installée. Pablo frappe et sa grand-mère ouvre. « Qu'est-ce que c'est que ce poney ?» demande-t-elle. « Je l'ai trouvé sur la route du village. Il a très froid et j'ai pensé que tu saurais le soigner. » La vieille rentre dans la roulotte et en ressort avec un flacon contenant une potion. « C'est une recette à moi, dit-elle en la versant dans la bouche du poney. Instantanément, Tambourin se sent réchauffé comme si on lui avait fait boire un liquide brûlant. Puis la gitane le fait se coucher sur des sacs et le couvre avec de vieilles couvertures. « Voilà, il va se remettre très vite, dit-elle. » Soudain, le père de Pablo apparaît. « Que fait ce poney ici ?» crie-t-il. « Ne sais-tu donc pas que c'est un crime de voler les chevaux ?»« Mais je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé. »« Alors, il faut tout de suite l'emmener au commissariat. La police s'en occupera et recherchera son propriétaire. »« Peut-être que si personne ne le réclame, la police me permettra de le garder, suggère timidement Pablo. »« N'y compte pas, grogne son père. Il n'y a pas de place ici pour des chevaux. » Et il part très en colère. « Pablo !» appelle sa grand-mère. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle ouvre un vieux coffre en bois sculpté et en sort un paquet. Pablo voit une belle bride de cuir rouge. « Elle appartenait à ton arrière-grand-père, mon père, dit la vieille. Il possédait 40 chevaux et il a fabriqué cette bride pour son favori. Maintenant, elle est à toi. Prends-en grand soin. » Pablo l'embrasse pour la remercier et sort en courant. Il s'approche du poney et lui passe la bride. « Là, elle te va vraiment bien. Et cet après-midi, tu ne seras plus avec moi, soupire-t-il. » Tambourin, sentant qu'ils vont partir, se dresse sur ses jambes et Pablo grimpe sur son dos. Il s'élance au petit trot. Le poney est ravi d'aller se promener avec le petit gitan. Heureux, il s'élance à travers les prés. Pablo est léger comme une plume sur lui. Bientôt, il galope vers un petit mur de pierre qui se dresse sur la colline.
Tambourin ralentit et se prépare à sauter. « Hop là !» crie Pablo pour l'encourager. Et Tambourin saute. Mais de l'autre côté du mur, il n'y a que la pente raide d'une carrière inondée. Tambourin est soudain paralysé par la peur. La terre se dérobe sous ses sabots. Pablo saute à temps, mais le poney tombe dans l'eau boueuse. L'eau doit être profonde, il va sûrement se noyer, pense Pablo angoissé. Mais Tambourin se débat et arrive à se hisser sur le bord du bassin. Pablo court jusqu'au bas de la carrière, afin d'attraper la bride de Tambourin pour le tirer. Hélas, la pente est trop raide. « Reste tranquille, tout se passera bien, ne bouge pas, on va venir nous aider, lui chuchote-t-il. Mais il se trompe. Aucune aide n'arrive, et pendant des heures, il reste là. Pablo hurle jusqu'à en perdre la voix, mais personne ne l'entend. Le jour commence à tomber quand, soudain, un chien aboie. Pablo l'aperçoit au-dessus d'eux et lui crie « Va chercher ton maître, va !» Le grand chien noir disparaît et revient presque aussitôt avec un homme. « Nous allons te sortir de là, mon petit !» crie-t-il. « Ne t'inquiète pas !» Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère des gendarmes vrombit au-dessus de la carrière. Un sauveteur en descend, avec une corde spéciale qu'il attache autour de Tambourin. Puis l'hélicoptère s'élève en soulevant le poney qui se balance dangereusement avant d'être reposé sur la terre ferme en haut de la carrière. Pablo, sans attendre que l'hélicoptère revienne le chercher, a déjà escaladé la pente. Il est impatient de savoir si Tambourin est sain et sauf. On les emmène alors au commissariat où tout le monde les attend. Le père de Pablo, sa grand-mère et aussi Jean et Marie d'Esté, très inquiets pour le poney. « Il s'appelle Tambourin, dit Marie, et tu peux venir le voir quand tu voudras. » Désormais, Pablo travaille tous les samedis et tous les dimanches au manège de la Pommeraye. Beaucoup d'enfants montent Tambourin, mais il ne porte la bride gitane que lorsque son ami vient le voir. Madame la Neige. Flore vivait heureuse auprès de son père, sa belle-mère et Margot, la fille de celle-ci, dans une belle maison. Hélas, un triste jour, son père mourut, et Flore cessa d'être une jeune fille gâtée. Sa marâtre n'était pas vraiment méchante envers elle, mais Flore devait tout faire dans le ménage. Tandis que Margot paraissait toute la journée, sa pauvre sœur cuisinait, lavait le linge, repassait et filait la laine. Un matin, qu'elle travaillait derrière son rouet, près du puits, sa belle-mère et Margot se contentaient, comme toujours, de l'observer sans rien faire. Énervée, Flore laissa tomber son fuseau dans le puits. Sa belle-mère se fâcha tout rouge. « Retire immédiatement ce fuseau de là !» dit-elle. Flore se pencha par-dessus la margelle en essayant de récupérer l'objet. Elle était sur le point de le saisir quand tout à coup, elle tomba dans l'eau. Affolée, Flore crut se noyer et perdit connaissance. Lorsqu'elle rouvrit des yeux, elle s'aperçut qu'elle se trouvait dans un magnifique jardin, planté d'arbres fruitiers et tout plein de jolies fleurs multicolores. La jeune fille regarda autour d'elle avec étonnement. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-elle. « Un si beau jardin doit bien appartenir à quelqu'un. » Et elle partit à la découverte. Soudain, elle entendit de petites voix qui criaient « Sors-nous d'ici, nous sommes cuits !» Les voix s'échappaient d'un grand four en pierre, dressé non loin de là. Ouvrant la porte du four, Flore y vit 2 rangées de miches dorées qu'elle retira aussitôt pour éviter qu'elles ne brûlent. Puis, elle les posa sur l'herbe afin de les laisser refroidir. Continuant sa promenade, elle passa ensuite devant un pommier. Des petites voix se firent entendre. « Nous sommes mûrs! Cueille-nous !» Flore fut très étonnée. Elle ne savait pas que les pommes pouvaient parler. Mais elle saisit le tronc de l'arbre et le secoua tant et si bien que tous les fruits rouges tombèrent sur le sol. Flore les recueillit et les rangea soigneusement, les uns à côté des autres. Poursuivant son chemin,
elle découvrit enfin une maisonnette au bout d'un sentier. Elle s'approcha prudemment et frappa à la porte. Une vieille femme très laide, montrant d'énormes dents blanches, vint ouvrir et dit d'une voix enraillée: « Bonjour petite, entre donc !» Fleur obéit et considéra la vieille avec crainte. « N'aie pas peur de moi, » dit celle-ci. « Je voudrais seulement te prier de secouer mon matelas. Quand il en tombe des plumes, il neige sur la terre, car je suis Madame la Neige. » Flore accepta volontiers. Elle alla vers le lit, saisit le matelas, qui était rempli de petites plumes blanches, et se mit à le battre. Elle le secoua si fort que la neige se mit à descendre en flocons serrés et recouvrit le monde. « Tu as très bien fait cela, petite, » dit la vieille. « Ne veux-tu pas rester ici et habiter avec moi ?» Flore voulait bien. De toute façon, elle ne savait pas si elle retrouverait jamais sa propre maison. Flore n'était pas obligée de travailler, mais comme Madame la Neige était très âgée, elle l'aidait de son mieux. Tous les jours, elle nettoyait la maison, s'activait au jardin, cuisinait et surtout secouait le matelas de petites plumes blanches. La vieille se montrait toujours reconnaissante et très gentille envers elle, mais son propre foyer lui manquait. À la fin, elle le dit à Madame la Neige. « Je te comprends fort bien, petite, » répondit la vieille. « Il est d'ailleurs temps que tu rentres chez toi, mais d'abord je dois te rendre quelque chose. » Elle prit dans une armoire le fuseau que Flore avait laissé tomber dans le puits et le tendit à la jeune fille. Puis, allant vers la porte, elle l'ouvrit. Lorsque Flore franchit le seuil, elle s'aperçut qu'il pleuvait. Mais ce n'était pas des gouttes d'eau qui tombaient, c'était de l'or. Et celui-ci étincelait si fort que Flora dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit qu'elle se trouvait chez elle, près du puits. Sa modeste robe était couverte d'or. Elle courut vers sa maison. Sa belle-mère et sa sœur furent contentes de la voir revenir. Mais Margot regardait d'un œil envieux la belle robe d'or. Flore parla alors de Madame la Neige et raconta ce qui était arrivé. « Moi aussi, je veux une telle robe, » dit Margot. « Donne-moi ce fuseau. Je le jetterai moi-même dans le puits et je sauterai comme toi. » « C'est une bonne idée, » dit la mère. Et Margot fit ainsi qu'elle l'avait dit. Comme Flore, elle se retrouva dans le splendide jardin planté d'arbres fruitiers et de fleurs aux 1000 couleurs. Quand elle arriva près du four, elle entendit les petites voix qui criaient « Sors-nous d'ici, nous sommes cuits !» Mais la paresseuse pensa « Je ne le ferai pas, car je ne veux pas me brûler les mains. » Et elle poursuivit son chemin. Puis, elle passa près du pommier. Elle entendit les pommes qui criaient « Nous sommes mûrs, cueille-nous !» Mais Margot se dit en elle-même « Cueillir des pommes, c'est fatigant !» Et elle continua sa promenade. Enfin, elle arriva devant la maison de Madame la Neige. Elle frappa à la porte et la vieille ouvrit. Lorsque Margot fut entrée, Madame la Neige lui demanda de secouer son matelas. Margot comprit qu'il lui fallait accepter si elle voulait recevoir une robe en or. Elle alla vers le lit, prit le matelas emplumé et l'agita si mollement que 3 flocons seulement tombèrent sur la terre. « Ta sœur faisait beaucoup mieux, » dit Madame la Neige. « Mais peut-être sais-tu cuisiner ?»« Je ne sais pas du tout, et je n'en ai pas envie non plus, » répondit insolemment Margot. Et elle ne voulut pas davantage nettoyer la maison, ni travailler au jardin. La seule chose qu'elle voulait bien faire, c'était secouer légèrement le matelas, car cela ne la fatiguait pas trop. Quelques jours passèrent. Un matin, Margot refusa de se lever. « Mieux vaut que tu rentres chez toi, » lui dit alors Madame la Neige. D'un seul bond, Margot sauta hors du lit et s'habilla. Elle se disait, en effet, que le moment était venu de recevoir sa belle robe. Madame la Neige alla vers l'armoire et lui rendit le fuseau.
Puis, elle lui ouvrit la porte. Margot sortit. Oh joie, il pleuvait. Mais ce n'étaient pas des gouttes d'eau qui tombaient sur elle, pas de l'or non plus, c'était du goudron noir et gluant. Margot serra fortement les paupières pour empêcher le goudron de pénétrer dans ses yeux. Quand elle les rouvrit, dès qu'elle sentit qu'il ne pleuvait plus, elle regarda autour d'elle et s'aperçut qu'elle était revenue chez elle, près du puits, et qu'elle était couverte de la tête aux pieds d'une épaisse et horrible croûte noirâtre. En sanglotant, elle s'élança vers la maison. En la voyant dans cet état, sa mère et Flore furent atterrées, et celle-ci courut tout de suite préparer un bon bain chaud pour sa sœur. Lorsque Margot fut bien frottée et nettoyée, et qu'elle se trouva assise près du feu dans une robe bien propre, elle se prit à réfléchir sérieusement. Elle comprit que Madame la Neige avait voulu lui donner une leçon et qu'on ne reçoit jamais rien sans peine. Dès ce jour, elle travailla aussi dur que Flore et les deux sœurs décidèrent de porter la belle robe d'or chacune à son tour. Le rossignol. Il était une fois un rossignol enfermé dans une superbe cage en cristal. Ce rossignol appartenait à un riche marchand persan qui aimait par-dessus tout l'écouter chanter. Parfois, le chant de l'oiseau se faisait triste, mais alors le marchand feignait de ne pas l'entendre. Il se disait « Pourquoi mon rossignol serait-il triste ? Il n'a rien envie à personne. Je suis convaincu qu'il est l'oiseau le plus heureux de la Perse. » Un jour, le marchand annonça au rossignol qu'il partait acheter de la soie et des parfums. Lors de tels voyages, il traversait toujours le bois où l'oiseau chanteur avait vécu. C'était un bois merveilleux, où des milliers de corolles croissaient parmi les arbres. Le marchand demanda au rossignol « Y a-t-il quelque chose que je puisse transmettre à tes frères et sœurs ?»« Dites-leur que je vais bien, répondit le rossignol, et demandez-leur s'ils n'ont pas un message pour moi. » Lorsque le marchand revint, il se rendit tout de suite auprès de la cage et dit « J'ai parlé à l'un de tes frères, mais au lieu de me répondre, il s'est laissé choir sur le sol où il est resté immobile. Je l'ai ramassé, et comme il ne bougeait plus, j'ai cru qu'il était mort. Aussi l'ai-je doucement déposé dans l'herbe, mais soudain il s'est envolé. Je l'ai de nouveau appelé, mais il ne m'a rien dit pour toi. Je crois bien que tes frères et sœurs t'ont oublié. » Le rossignol parut très malheureux. Il ne voulut plus ni manger ni boire. Le lendemain, le marchand le trouva qui gisait sans mouvement au fond de la cage. Alors il le prit dans sa main et caressa ses plumes en pleurant, car il croyait que son petit cœur avait cessé de battre. Plein de chagrin, le marchand sortit et coucha l'oiseau parmi les fleurs du jardin. Puis à regret, il s'éloigna. Arrivé à la porte de sa maison, il se retourna encore une fois. À son grand étonnement, il vit le rossignol bouger. L'oiseau leva la tête et cligna les yeux. Puis, il ouvrit le bec et se mit à chanter. D'abord faiblement, puis de plus en plus fort. Battant des ailes, il lança alors au marchand « Adieu, j'ai compris le message de mon frère. Il a voulu me dire qu'un rossignol n'est pas à sa place dans une cage, mais qu'il lui faut vivre à l'air libre. » Et l'oiseau prit joyeusement son envol vers le bois où il était né. Réponse. Il y a très longtemps, et dans un pays très lointain, un homme et sa femme vivaient dans une petite maison, blottée au pied d'un vieux mur très très haut. Ce mur cachait un grand jardin, plein de vieux arbres, de fleurs magnifiques et de toutes sortes de plantes au pouvoir magique. Car ce jardin appartenait à une terrible sorcière. Personne n'avait jamais osé y pénétrer de peur de recevoir un mauvais sort. L'homme et la femme désiraient un enfant de tout leur cœur et l'espéraient depuis des années. Un beau jour,
la femme attendit enfin un bébé. Hélas, après quelque temps, elle tomba malade et perdit tout appétit. Son mari avait beau lui préparer les meilleurs plats, elle n'y touchait pas. « Dis-moi ce que je puis faire pour toi, » suppliait l'homme. « Il y a sûrement un remède à ta maladie. »« Apporte-moi un brin de réponse, cette salade qui pousse dans le jardin de la sorcière, » murmura-t-elle, « et je suis sûre que je recouvrerai aussitôt la santé. » Le mari avait grand peur de la vieille, mais il était prêt à tout pour sauver sa femme. « La sorcière ne me fera point de mal, » se dit-il pour se rassurer. Il attendit la nuit pour escalader le mur. Le cœur battant, il vérifia que personne ne le voyait, s'approcha d'un plan de réponse, en arracha une touffe et rentra chez lui en courant. Dès que sa femme en eut mangé, elle se sentit beaucoup mieux, mais le lendemain, elle retomba malade. « Oh, je t'en prie, pleura-t-elle, va me chercher encore un peu de réponse, sinon je vais mourir. » À la nuit noire, le mari escalada de nouveau le mur. Mais, juste au moment où il cueillait quelques feuilles de réponse, la sorcière apparut. « Voleur !» hurla-t-elle. « Malheur à toi qui ose entrer dans mon jardin pour dérober mes plantes !»« Oh, je vous en prie, » supplia l'homme. « Ma femme est très malade, elle va mourir si je ne lui apporte pas un peu de réponse. »« Très bien, garde cette salade, » grinça la sorcière, « mais à une condition. En échange de la réponse, tu devras me donner ton enfant dès qu'il sera né. » Terrorisé, l'homme accepta le marché et s'empressa de retourner auprès de sa femme. Quelques mois plus tard, celle-ci mit au monde une petite fille. Le jour même de la naissance, la sorcière leur apparut et réclama l'enfant. Les pauvres parents eurent beau pleurer, supplier, la sorcière ne les écouta pas et s'empara du bébé. « Je l'appellerai Réponse !» ricana-t-elle. Réponse grandit et devint une très belle jeune fille. Elle avait de longs, très longs cheveux d'or qu'elle tressa en une natte magnifique. Lorsque Réponse eut 16 ans, la sorcière l'enferma dans une haute tour au cœur d'une sombre et sinistre forêt. La tour n'avait ni escalier ni porte. La seule ouverture était la fenêtre de la chambre où était enfermée Réponse. La jeune fille était isolée du reste du monde. La seule personne qu'elle voyait était la sorcière qui lui apportait chaque jour à manger. Celle-ci venait au pied de la tour et criait « Réponse! Réponse! Fais descendre tes cheveux !» Alors Réponse déroulait sa longue natte et la vieille y grimpait comme s'il s'était agi d'une corde. Un jour, un prince qui s'était égaré dans la forêt passa tout près de la tour. Réponse chantait pour oublier sa solitude et le prince l'entendit. Il arrêta son cheval pour écouter cette voix si pure et si douce. Puis, il chercha l'entrée de la tour, mais ne la trouvant pas, il s'en alla. Le lendemain, et tous les jours suivants, il revint au pied de la tour. Charmé par ce chant, il était bien décidé à découvrir à qui appartenait la voix. Un matin, alors qu'il était là, comme de coutume, la sorcière arriva. Le prince eut juste le temps de se cacher derrière un arbre. La vieille femme cria « Réponse! Réponse! Fais descendre tes cheveux !» Réponse déroula sa longue natte et la sorcière grimpa jusqu'à sa chambre. Le soir même, le prince revint et appela à son tour « Réponse! Réponse! Fais descendre tes cheveux !» Il y eut comme un bruissement de soie et la longue natte dorée se déroula jusqu'à lui. Le prince grimpa rapidement, enjamba la petite fenêtre et se retrouva dans la chambre. C'était la première fois que Réponse voyait un homme. Aussi eut-elle très peur. Elle s'écarta de lui. « Qui êtes-vous » ?« N'aie pas peur, » dit gentiment le prince qui s'était mis à l'aimer dès qu'il l'avait vue. «
Je voulais seulement savoir qui chantait si bien. Et il lui raconta comment chaque jour, il avait écouté son chant. Bientôt, Réponse n'eut plus peur du tout. « Quitte cette horrible prison et épouse-moi » proposa le prince. Réponse réfléchit un moment. Puis, elle eut une idée. « Chaque fois que tu viendras, apporte-moi un écheveau de soie. Je la tresserai et j'en ferai une corde. Lorsqu'elle sera terminée, nous pourrons descendre tous les deux et nous enfuir. » Le prince venait le soir et la sorcière dans la journée. Aussi celle-ci ne se doutait-elle de rien. Cependant, la jeune fille était si amoureuse que le prince occupait toutes ses pensées. Un jour, au moment où la sorcière entrait, Réponse dit « Pourquoi donc êtes-vous tellement plus lourde que mon prince ?»« Peste de fille !» hurla la vieille, qui comprit aussitôt. « Tu m'as trompé !» Elle saisit une énorme paire de ciseaux et empoigna la longue natte dorée. Les ciseaux étincelèrent et la natte tomba. « Maintenant, fille indigne, nous allons voir comment tu te débrouilleras sans moi !» gronda la sorcière. Et elle emmena Réponse dans une vallée déserte où elle l'abandonna. À la nuit tombante, la sorcière revint dans la tour et attendit le prince. Au bout d'un instant, il appela. « Réponse, Réponse, fais descendre tes cheveux. » Aussitôt, elle attacha la longue natte de la jeune fille à une lourde chaise près de la fenêtre et jeta cette corde dorée au prince. Celui-ci grimpa rapidement, mais quand il arriva en haut, c'est la sorcière qui l'accueillit en ricanant méchamment. « Elle est partie, il n'y a plus de jeune fille ici !» lui dit-elle, et elle le fit basculer du haut de la tour. Le prince tomba dans les ronces, dont les épines lui blessèrent les yeux et le rendirent aveugle. S'appuyant sur un bâton, il s'éloigna péniblement dans la forêt. Désespéré, il erra pendant des mois à la recherche de Réponse. Mais comment la retrouver? Un jour enfin, comme il pénétrait dans une vallée déserte, il lui sembla entendre chanter. « Je reconnais ce chant !» s'écria-t-il soudain. « C'est celui de ma Réponse !» Et, se guidant au son de la voix, il arriva enfin auprès de sa bien-aimée. Il était maigre, vêtu de haillons. Mais Réponse le reconnut aussitôt. Elle le serra dans ses bras et pleura de joie. Or, ses larmes brûlantes tombèrent sur les yeux du prince qui, en un instant, recouvra miraculeusement la vue. Le prince emmena Réponse dans son royaume, où ils se marièrent. La nouvelle de leurs noces se répandit dans tout le pays. Lorsque les parents de Réponse entendirent parler de la princesse aux cheveux d'or, ils surent que leur fille avait trouvé le bonheur et coururent la rejoindre. Ainsi, tous vécurent enfin très heureux.